Quel est le but d'un honnête homme? Donner une terre ou un pays en meilleur état à ses enfants que ceux qu'il a reçus. Un enfant aime naturellement ses parents. Un peuple aime naturellement son souverain, qui représente ce que ses ancêtres ont accompli pour lui. Mais les actes mauvais d'un parent peuvent détourner l'enfant de lui. Les actes d'un souverain mauvais peuvent détourner son peuple de lui. Un parent sérieux pense à l'avenir de ses enfants. Il doit travailler pour leur offrir une situation la meilleure possible. Que se passe-t-il quand ce n'est plus un parent aimant, mais un psychopathe voulant exploiter l'enfant qui prend les rênes de la famille? Le marxisme explique que les sociétés humaines sont composées de groupes économiques aux intérêts opposés, mais dont les destins sont intimement entremêlés. Si le capitaliste est riche, c'est parce qu'il a exploité les ouvriers. Si l'ouvrier est misérable, c'est parce que son travail est volé par le capitaliste et par l'État. L'État n'est plus un parent protecteur et aimant, mais un féroce Thénardier qui se comporte avec ses enfants comme avec des esclaves. L'enfant est traumatisé et il a envie de tuer ses parents. Ce n'est pas le marxisme qui a inventé la lutte des classes ou cet état de fait de crise permanente dans le peuple, dans les sociétés, et ce depuis des millénaires. Le marxisme n'a pu que le constater. Le mouvement ouvrier a prétendu, par une bonne politique révolutionnaire, rétablir un rapport sain entre les gouvernants et les gouvernés. Ce ne sont pas les bons termes. Que la libre administration des choses remplace le gouvernement des hommes, pour citer Marx. Pour un honnête homme du peuple, conscient, quelqu'un qui n'exploite personne, qui vit de son travail, il est vital de déterminer quel est son ennemi principal, quel est son ennemi radical, celui qui remet en cause son droit à vivre et celui de ses enfants pendant son existence terrestre. Même s'il ne devient pas un révolutionnaire fanatique par là même s'il en conclut que ses ennemis sont davantage idéologiques et moraux que des personnes en chair et en os, cette méditation ne peut être inutile. La transformation intérieure précède l'action transformatrice extérieure. Pas plus que leurs prédécesseurs monarchistes ou républicains, radicaux, bourgeois, démocrates chrétiens, les partis se revendiquant du marxisme n'ont pas réussi à établir un régime juste au XXe siècle. Les trotskistes expliquent que c'est parce que la révolution ne pouvait se faire qu'au niveau mondial. Or, les classes ouvrières des pays d'Europe centrale et occidentale, et celles des USA, n'ont pu prendre le pouvoir dans ces États qui sont le cœur nucléaire du capitalisme, et ce jusqu'à nos jours. Dans son ouvrage « L'impérialisme, stade suprême du capitalisme », Lénine a expliqué la corruption de la couche dirigeante du prolétariat qui a dirigé les syndicats et les principaux partis politiques ouvriers dans une impasse. Cette impasse politique a in fine débouché sur le maintien du capitalisme et sur une nouvelle boucherie, pire encore que la première, entre 1939 et 1945. La faillite des intellectuels ou prétendus tels a été patente au XXe siècle. Aucun groupement idéologique, qu'il soit de droite ou de gauche, n'a pu empêcher ces boucheries gigantesques qui ont fait des centaines de millions de morts. Aujourd'hui, certains assurent que ce sont les cadres qui ont le pouvoir, les hauts dirigeants, et plus une mince couche de milliardaires propriétaires des grands moyens de production, d'échange, de télécommunications, comme les grands groupes du numérique et de l'informatique. Gérard Duménil est un économiste de tradition marxiste. Avec d'autres, il considère que la classe dominante qui se profile n'est plus nécessairement celle qui détient le capital. Cette classe dominante détenant le capital tendrait à être remplacée par la classe des cadres supérieurs de l'État et des grandes entreprises privées. Cette classe des cadres supérieurs représente un tout petit pourcentage de la population salariée, et pas tous ceux qui ont le statut cadre, loin de là. Selon Larousse, un cadre est un salarié ayant acquis une formation supérieure et qui exerce, en principe, une fonction de commandement, de contrôle ou de direction dans une entreprise ou une administration en assumant des responsabilités et qui bénéficie d'un statut particulier par rapport aux employés et ouvriers dans de nombreuses conventions collectives. L'hypothèse présentée par Duménil est appelée le cadrisme. Il est intéressant de se demander si, à notre époque,
ce sont toujours les propriétaires des plus grandes entreprises mondiales qui détiennent le pouvoir économique et par ricochet ont la main sur la politique, ou bien des hauts cadres des entreprises ou de l'État, ou les élus désignés par les électeurs dans les pays démocratiques. Une réponse intelligente semble être de dire que finalement, le pouvoir est réparti entre différents groupes. Nul ne niera que les chefs d'État ont un grand pouvoir, même s'il est limité. Nul ne peut nier non plus qu'un actionnaire principal d'une multinationale cotée en bourse a un grand pouvoir. Un haut fonctionnaire, un chef d'état-major, le PDG ou les cadres supérieurs d'une grande entreprise, tous ces gens-là ont aussi un pouvoir qui semblait très élevé pour nous autres, communs des mortels. Nous-mêmes n'avons comme pouvoir que celui d'écrire tel ou tel article ou d'éduquer d'une manière ou d'une autre nos enfants, ou encore bien d'autres choses qui ne changent pas la vie de milliers et de millions de terriens, animaux compris. Mais d'abord, qu'est-ce que le pouvoir ? C'est une vaste question qui a occupé de nombreux philosophes depuis des milliers d'années. Selon Larousse encore, le pouvoir, nom commun masculin, est la propriété-capacité qu'a quelque chose de produire certains effets, la grandeur correspondante à cet effet. Mais également, le pouvoir est l'autorité, la puissance de droit ou de fait, situation de ceux qui gouvernent, dirigent. Le pouvoir est lié à une situation sociale, mais il doit se manifester régulièrement. En effet, le pouvoir est un certain rapport entre deux choses, des classes sociales, groupes ou individus. Un rapport de domination de l'une par l'autre. Si ce pouvoir n'est jamais manifesté, il aura beau être prétendu, il n'existera pas en fait. A l'inverse, le porteur des insignes manifestes du pouvoir peut n'être qu'une marionnette manipulée par des gens détenant les réels leviers qui souhaitent rester dans l'ombre. Pour en revenir au cadrisme, sont-ce les cadres ou les capitalistes qui détiennent, de nos jours, la réalité du pouvoir ? Il faut rester modeste sur la réponse à apporter, mais voici quelques éléments. Les acteurs économiques aiment la discrétion, sauf si c'est pour parler de leurs fondations artistiques ou humanitaires. Ils communiquent sur le nombre d'emplois créés par leur dynamique gestion, mais ne mettent que rarement en face le nombre d'emplois supprimés. Dans les médias, on voit bien davantage des cadres, des salariés millionnaires. Pensons à Carlos Ghosn, à Guillaume Pépi, au PDG de Peugeot et tant d'autres. Ils sont sur le devant de la scène. Les capitalistes en titre un peu moins. Parmi les grands élus des pays, il y a beaucoup de gens fortunés comparés à nous autres simples mortels. Mais il y a peu de grands bourgeois. Trump, par exemple, a été une exception. Dans l'actualité économique, concernant les grands groupes financiers, industriels ou de services, leurs propriétaires ne se mettent pas si souvent en avant. Les cadres dirigeants assurent le fonctionnement quotidien des entreprises, ainsi que la communication. Ce sont généralement des gens issus des classes moyennes supérieures, qui ont gravi les échelons, et pas des fils ou filles de la grande bourgeoisie. Les Mulliers, les Pinault, les Arnaud sont discrets, Niel un peu moins certes. Ces éléments sont en faveur d'une réponse favorable au cadrisme. Ce seraient les cadres qui dirigeraient le capitalisme contemporain, les capitalistes étant en retrait. Oui, mais le pouvoir des cadres, d'où leur vient-il ? Qui peut leur reprendre ? Ne sont-ils pas plutôt des fondés de pouvoir ? Qui assure la continuité à long terme du pouvoir, si ce ne sont les dynasties bourgeoises des propriétaires en chair et en os des grandes entreprises et des holdings financières familiales ? Si les cadres sont une nouvelle classe sociale dirigeante et antagonique à la classe dominante traditionnelle, qu'on l'appelle la grande bourgeoisie, les capitalistes ou autres, cela signifie que ces cadres cherchent à s'emparer de la propriété de ces mêmes capitalistes. Mais pourquoi faire ? Pour devenir eux-mêmes des capitalistes ? Alors il ne s'agirait plus d'une nouvelle classe, mais d'une simple manière pour des parvenus d'intégrer la bourgeoisie. Ou bien les cadres dirigeants souhaiteraient-ils s'emparer de l'économie pour la nationaliser, la mettre au service de l'État, comme le préconise le socialisme ? Ce n'est pas du tout ce à quoi nous assistons depuis des décennies, notamment depuis l'effondrement du bloc socialiste soviétique. La doxa libérale, religion favorite des classes dirigeantes, n'a guère été remise en cause, voire s'est épanouie. Chaque classe sociale n'est-elle pas définie notamment par sa place dans les rapports de production d'un système socio-économique donné ? La bourgeoisie possède les moyens de production, machines, locaux, logiciels, véhicules, marques, etc. Le prolétariat et les salariés en général, dont les cadres, ne les possèdent pas.
L'hypothèse cadriste remet en cause certaines notions communes en séparant le pouvoir et la détention de la propriété. Il serait donc possible de ne pas être propriétaire des grands moyens de production, mais d'être la véritable classe dirigeante. Mais qu'est-ce que la propriété sinon un pouvoir, un rapport social qui donne une certaine répartition des richesses sécrétées ou produites par une situation donnée ? Si les cadres sont la nouvelle classe dirigeante, cela signifie qu'ils obtiennent la majeure partie de la richesse produite dans une situation donnée, ou du moins que la part de la richesse qu'ils obtiennent est en croissance. Or, est-ce le cas ? La fortune des quelques 2000 milliardaires du monde en dollars a énormément augmenté en 20 ans. Eux-mêmes sont de plus en plus nombreux. Ces milliardaires sont probablement des gens dotés d'un grand pouvoir. Mais qui sont-ils ? Des cadres ? Des propriétaires d'entreprises, quelle que soit leur forme ? Admettons qu'un propriétaire d'une multinationale, ce peut être un individu ou un groupe d'individus, recrute des cadres pour atteindre certains objectifs. Le ou les cadres ne les atteignent pas. Pire, ils dirigent l'entreprise dans un sens opposé à ce que veulent les capitalistes. Selon l'hypothèse cadriste, ces cadres dirigeants font partie de la nouvelle classe dirigeante. Peut-on alors imaginer que, bien que le ou les propriétaires veuillent les chasser de leur poste, ils puissent s'y maintenir tout de même ? Ils ne seraient donc plus les serviteurs du capital, mais les véritables détenteurs du pouvoir ? Il y aurait donc eu une expropriation ? Le ou les cadres seraient devenus les propriétaires réels. Juridiquement, ils seraient de simples salariés, mais en fait, ils posséderaient réellement l'entreprise. Cela paraît peu plausible, avouons-le. Que les cadres puissent conseiller les propriétaires réels jusqu'à beaucoup les influencer, cela est possible et fréquent, mais il n'empêche que le dernier mot revient au possesseur de l'entreprise. D'ailleurs, ces cadres, s'ils se maintiennent durablement au pouvoir, finissent par devenir les propriétaires en titre. Ils deviennent donc leurs propres employeurs, ce qui est une absurdité. À l'autre bout de l'échelle sociale, les auto-entrepreneurs sont exploités par autrui en réalité. Ils sont des salariés sans un minimum de droits. Ces cadres deviennent donc des capitalistes, ils ne sont plus des cadres. Car en effet, on ne voit pas quelle nouvelle forme de propriété défend cette catégorie, dont le rôle réel est d'organiser le fonctionnement de l'entreprise. Imaginons que l'actionnaire principal d'une société du CAC 40 décède. Dans son testament, ses 2 filles sont indiquées comme héritières de ses parts dans ces différentes sociétés. Imaginons que les nouvelles propriétaires n'apprécient pas du tout les cadres dirigeants et la stratégie qu'ils ont adoptée. Que va-t-il se passer ? Il n'est pas dit qu'elles n'auront pas de difficultés à chasser les dirigeants. Ceux-ci étant probablement intelligents et fortunés, ils sauront défendre leur place. Néanmoins, les propriétaires devant la loi sont généralement également très riches et bien conseillés. L'argent n'attire-t-il pas les cerveaux ? Il n'est donc pas sûr, et c'est un euphémisme, que les cadres rebelles parviennent à garder leur situation. Qui aura donc gagné ? Les cadres ou le propriétaire réel ? Qui aura le pouvoir ? Cette hypothèse cadriste d'une prise de pouvoir des cadres sur les capitalistes me paraît délicate à défendre. Il semble que, dans le monde et dans les différents pays, le détenteur du pouvoir économique est toujours actuellement la classe des 2000 et quelques de milliardaires, en y ajoutant les millionnaires les plus fortunés, soit quelques dizaines de milliers de personnes au plus, qui possèdent réellement en droit les entreprises. Dernière réflexion. Qui possède les médias les plus puissants, ces outils très utiles d'influence de l'opinion ? Est-ce des cadres ou des milliardaires grands bourgeois, parvenus ou non ? Je l'ai déjà dit et je le répète, pour un honnête homme du peuple conscient, il est vital de déterminer quel est son ennemi principal, qui est celui qui remet en cause son droit à vivre et celui de ses enfants pendant son existence terrestre. Même s'il ne devient pas un révolutionnaire, même s'il en conclut que ses ennemis sont davantage idéologiques et moraux que des personnes en chair et en os, cette méditation est utile. La transformation intérieure précède l'action transformatrice extérieure. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ont abandonné tout combat intérieur, tout djihad, pour le combat extérieur unique. Ce faisant, ils se condamnent à répéter éternellement les mêmes trahisons. Un homme affirmant vouloir le bien et la justice sociale, peut-il se comporter mal avec sa femme, ses enfants, ses proches ? Un dernier mot. Il faut se méfier des catégories de pensée occidentales. Plaquer les catégories marxistes, les catégories capitalistes, ouvriers, etc., sur des civilisations extérieures à l'Occident peut être très risqué. Les Orientaux eux-mêmes, les Chinois, les Indiens, savent comment manipuler leurs interlocuteurs occidentaux en reprenant leur vocabulaire. Ils auront de grandes multinationales, des grandes entreprises, des milliardaires, des PDG, des ouvriers, des syndicalistes, des dirigeants de partis, etc. Mais le fonctionnement réel,
les rapports réels idéologiques entre les êtres de ces sociétés ne seront pas du tout du même ordre que ceux qui existent dans nos pays occidentaux qui ont donné naissance au capitalisme tel que nous le connaissons.